Avec Lucien Rollin, on vous remercie de prendre du temps parce que vous êtes bien occupé, je pense, sur le festival. Un peu chargé quand même, mais bien sûr c'est un plaisir d'être là. Ouais, c'est très gentil. Ouais. Donc, on voulait justement évoquer avec vous toute votre actualité récente sur les livres que vous avez fait autour du patrimoine national. On trouvait que c'était intéressant d'aborder ces sujets avec vous. Oui. Après tous les récits de fiction historique que vous avez pu faire ces dernières années, et voir qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à aller sur des albums plutôt patrimoniaux. Est-ce que c'est votre carte de visite sur les dessins que vous avez fait dans ces séries historiques qui vous ont amené là, ou est-ce que c'est le fruit du hasard? C'est à la fois le fruit du hasard et le fruit d'une situation aussi un peu compliquée pour les auteurs de BD à l'heure actuelle. Donc on entend parler de la précarité de ce métier, etc. C'est vrai qu'il y a une réelle précarité depuis quelques années. C'est vrai que beaucoup de projets dits de création pure passaient beaucoup plus facilement chez des éditeurs, par exemple. Mais la situation est telle qu'aujourd'hui, malheureusement, les BD ont eu des chutes de vente assez considérables depuis 2-3 ans. Je ne vais pas analyser tout ça parce que ce serait très long, très compliqué, mais il n'empêche qu'à un moment donné, certains éditeurs se sont dit, bah écoutez, pour arriver à sauver un peu la situation, essayons d'établir des partenariats. Donc Glénat a fait des partenariats avec le monument historique, dans lequel s'est inscrit l'album que j'ai fait avec Rodolphe il y a 2 ans, sur la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Et suite à ça, mon dessin classique est quelque chose qui permet d'aborder assez facilement ce genre de thème. Et donc le gouffre de Padirac est un autre problème, c'est-à-dire que le Padirac c'est privé, c'est une société privée. Et ils ont contacté Laurent Bidault, qui est scénariste et aussi dessinateur, pour faire un bouquin autour du gouffre. Et Laurent Bidault a eu le déclic de mettre en relation Glénat et le gouffre pour essayer d'établir un partenariat pour pouvoir sortir les bouquins. Et Glénat à ce moment-là m'a appelé, me demandant si j'étais disponible pour attaquer Padirac. Sur le moment, je vous avouerai que j'étais un petit peu méfiant, en disant bon, biopic, tu vois, sur le coup de Padirac, a priori c'était pas exaltant. Mais quand j'ai reçu le scénario de Laurent et que je l'ai lu, et là, chapeau Laurent, j'ai lu le truc et je me suis dit, ouais putain c'est vachement bien quoi. Donc, aucun scrupule, je le fais. Et je ne regrette pas parce que c'est vraiment, moi je suis très très heureux d'avoir fait cet album. C'est vrai que c'est très vivant, alors que le sujet, on aurait pu se dire, bon, oui, c'est un peu austère et tout, parce que le groupe de Padirac, pour eux, comment dirais-je, ils font un gros travail sur le patrimoine, sur le gouffre, et donc la BD devait être au plus près de la réalité. Il ne s'agissait pas de partir dans une fiction, mais de retracer réellement ce qui s'était passé, comment avait vécu ce monsieur-là, M. Martel, qui a découvert le gouffre, et qui est un peu le père de la spéléologie moderne. Hein. Et en fait, c'était un véritable aventurier, quoi. C'était un mec fou, avocat, et puis passionné par les gouffres, les cavités souterraines, comme ça. Il se permettait de partir avec un chapeau, avec une bougie et une échelle de corde pour descendre au hasard. Enfin bon, c'était hallucinant quand on y réfléchit aujourd'hui. Et les mecs, ils étaient fous, quoi. Et c'était des pionniers dans le domaine. Donc voilà, je crois que ça valait vraiment le coup de mettre en lumière ce type de personnage, quoi. Et ça a bien fonctionné. Qui aurait pu être un personnage de fiction, hein, franchement. Hein. Ça a bien fonctionné, oui. Bah, de toute façon, au gouffre, évidemment, ça se vend très bien. Dans les librairies, puisqu'il y a l'intérêt des albums comme ça fait en partenariat, c'est que vous avez deux lignes de vente en fait. Vous avez la librairie traditionnelle BD ou hypermarché, tout ce que vous voulez, et vous avez le gouffre, le lieu avec lequel c'est là où vont les touristes. Donc effectivement, c'est un produit qui se vend beaucoup là-bas et qui a aussi l'avantage qu'il va se vendre pendant des années. Des années. Et quand on sait qu'aujourd'hui, un bouquin qui sort en librairie, il a une actualité qui dure 15 jours, hein, grosso modo, et puis après, hop, ça disparaît pour faire place au suivant, bah, écoutez, c'est pas forcément un mauvais plan, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié au patrimoine historique ou naturel, ça peut être un vrai créneau qui peut aider le monde de l'édition. Complètement le monde de l'édition, et puis des auteurs qui ont aussi besoin de travailler, voilà. Alors, quand on leur propose ça, je crois que s'ils sont sincèrement intéressés par le sujet, parce qu'il ne s'agit pas de faire un bouquin de commande qui vous ennuie, on passe un an sur un bouquin, donc il vaut mieux quand même s'y intéresser. Donc à partir du moment où on rentre dans ce type de fonctionnement, bon, on le fait bien, quoi, parce qu'on est content de le faire aussi.
Et comment vous avez travaillé là-dessus? Vous êtes allé sur place? Oui, bien sûr, j'étais invité à aller sur place, découvrir le Gouffre. Je connaissais le nom évidemment, mais je n'avais jamais eu l'occasion de visiter. C'est un endroit absolument extraordinaire, enfin je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, j'ai pas eu la chance encore, mais ça m'a donné envie le livre. C'est un peu le but aussi, c'est que je crois que c'est un endroit magique, fantasmatique à découvrir. C'est vraiment étonnant, moi je suis allé 3-4 fois, à chaque fois c'est un choc quoi, visuel, de sensations, c'est vraiment un endroit merveilleux quoi. Et le mettre en valeur et puis le valoriser, moi je trouve ça très bien de participer à ça quoi. Je sais que le Gouffre va faire un musée bientôt sur site, hein, et il y aura les planches originales qui vont exposer, il va y avoir tout un travail autour de ce qui a été réalisé sur le Gouffre, sur la BD, et je crois que c'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Et là il va être imprimé, j'ai appris hier par Biennale qu'il allait être imprimé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et assez rare en ce moment sur les albums, donc ma foi c'est très bien, je suis content. Et à tel point qu'il y aura peut-être même une suite. Ah bah le tome 2 est en cours, il sortira au mois d'avril l'année prochaine, et dans les tuyaux il y a un tome 3 qui est potentiellement en cours de négociation. Donc il y a encore assez de matière autour d'un simple gouffre, on va dire. Bien sûr, parce que ce monsieur-là, M. Martel, il a une vie tellement étonnante sur la découverte du gouffre, après le développement du gouffre, ses activités scientifiques. N'oublions pas que M. Martel, c'est, évidemment on a tous oublié ce genre de choses, mais c'est un monsieur qui, étant descendu dans un gouffre, a bu de l'eau, au fond, fraîche, a priori pure, et il était malade gravement pendant 3 mois. Et il s'est posé la bonne question, pourquoi je suis malade? Et ils ont découvert en amont des carcasses d'animaux que les éleveurs balançaient dans les rivières. Et c'est le premier qui a alerté le monde scientifique en disant attention, là il y a ce qu'on appelle déjà la pollution qui vient des carcasses animales que les éleveurs ont le droit de jeter dans les rivières. Et il a été à l'origine de la première loi qui a interdit aux éleveurs de pratiquer ce genre de choses. Voilà, c'est un exemple de ce qu'il a pu faire. Ouais. C'était bien expliqué dans l'album, d'ailleurs, moi ça m'a étonné. Je pensais pas qu'il avait fait l'observation de quelqu'un qui soit descendu dans les grottes souterraines pour s'apercevoir de ça. Voilà. C'est étonnant. Voilà. Et puis il a une vie après très riche en péripéties, et donc 2 albums de plus pour raconter tout ça, ce sera bien. Ce sera bien. Et vous-même, on vous voit toujours dans les livres très historiques, vous êtes un féru d'histoire ou c'est... Non, je ne suis pas féru d'histoire. Bon, j'ai fait des séries qui n'ont rien d'historique. Hein. La série que j'avais fait avec Corbéran, Backworld, n'était du tout, absolument pas historique. Bon, évidemment, on fait toujours un peu référence à l'album que j'ai fait sur le décalogue, ou même Nakara, mais Nakara c'est du Moyen-Âge fantastique, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que j'ai assez peu fait de contemporain, c'est vrai. Je suis peut-être plus à l'aise dans des périodes début de siècle. Oui, c'est des périodes que j'aime bien. Et est-ce qu'il y a des découvertes justement autour de ces sujets historiques qui vous ont marqué plus que d'autres? C'est la première BD vraiment historique que j'ai fait, c'était pour le bicentenaire de la Révolution française en 89. C'était vraiment le début de ma carrière. J'en garde un souvenir assez sympathique parce que c'était vraiment le début de ma carrière. Maintenant, non, je ne suis pas féru d'histoire, je m'intéresse à l'histoire quand même un petit peu. En plus, ma femme est enseignante en histoire, donc voilà, il faut quand même que je m'y intéresse un peu. Mais il y a tellement de sujets en histoire qui pourraient être traités en BD que voilà, moi j'attends les opportunités, les occasions. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que j'essaierai de revenir sur une BD plus fictionnelle. Donc on va voir comment ça se passe dans les 2-3 ans à venir, mais j'aimerais bien à un moment donné pouvoir retrouver une BD plus fictionnelle. D'accord. On verra. Et parmi tous les voyages d'études que vous avez pu faire pour dessiner vos livres, est-ce qu'il y a un lieu qui vous a plus marqué qu'un autre? Il y a 2 ans, quand j'ai découvert la tapisserie d'Apocalypse, qui date donc du Moyen-Âge, au château d'Angers, c'était un choc quand même visuel extraordinaire aussi, hein, dans un autre registre, mais vous ne connaissez pas non plus? Ah si, j'y suis allé, c'est vrai que c'est quand même incroyable. On reste bouche bée devant. Voilà. Donc quand j'ai dû travailler là-dessus, c'était très excitant en même temps. Alors pour la tapisserie Apocalypse, c'était une manière différente de fonctionner, c'est-à-dire qu'on avait une liberté totale, fictionnelle. Vous savez que Rodolphe, il a écrit une histoire policière un peu fantastique, centrée sur la tapisserie. Mais le but de l'album n'était pas de raconter toute l'histoire de la tapisserie. Donc c'était une autre manière de fonctionner avec les monuments historiques. Oui, parce que je trouvais ça un peu osé d'ailleurs à l'époque, dans des monuments historiques, de se dire
on lance des auteurs sur plutôt un polar pour mettre en avant cette tapisserie. Ça leur posait aucun problème. Ouais. On avait une grande liberté. Évidemment, Rodolphe leur avait présenté le scénario avant, c'était normal, il fallait faire valider les choses. Mais voilà, ils étaient absolument ravis de ce qu'on avait fait autour de la tapisserie. En plus, on avait fait un truc un peu osé. Enfin, osé. On avait découvert que la petite chapelle qui est en dessous, je ne sais pas si tu vous rappelles quand vous êtes allé visiter là-bas, il y a une petite chapelle qui est inaccessible au public en fait. Et donc nous on a pu y accéder, d'ailleurs elle est dessinée dans l'album. Et en fait Rodolphe s'est dit mais c'est par là que notre voleur va rentrer, par un souterrain caché, enfin tout classique hein. Mais en fait on ne savait pas qu'on tombait sur une polémique qui date depuis des années autour du château d'Angers, sur lequel il y aurait des souterrains ou pas. Vous avez relancé une polémique. On a relancé une polémique, ouais, à chaque fois que j'ai dédicacé dans la région, etc., tout le monde me parle, ah ouais, un souterrain, parce qu'il y en a ceux qui sont convaincus qu'il y a un souterrain, et qu'ils ont eu une grand-mère qui connaissait l'entrée, etc., mais qui a disparu, la grand-mère est morte, on ne sait plus où est l'entrée. Il y a eu plein d'histoires comme ça autour de ce fameux souterrain un peu fantasmatique, parce qu'officiellement, il n'y en a pas. Ils n'en ont pas trouvé dans leur fouille et tout ça. Et il y a ceux qui disent, enfin, un château de cette période-là sans souterrain, ça n'existe pas. Donc il y a forcément un souterrain quelque part. D'où, Rodolphe et moi, on rêve que d'une chose, c'est que si on le trouve, ah ouais, ce serait génial. Ah bah ouais. Ah bah ouais, ce serait une belle récompense. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, bah espérons qu'il le trouve. Hein. Ouais, ce serait top. Hein. Et vos projets, là, vous parliez de la suite du groupe de Padirac, est-ce que vous travaillez sur d'autres sujets en ce moment? Non, mais je travaille, on a un projet avec Rodolphe, justement fictionnel, qu'on aimerait bien voir déboucher, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que c'est encore dans la phase d'écriture, et puis après, il faudra en parler à l'éditeur, voir si ça peut l'intéresser. Voilà, donc c'est encore un peu hasardeux d'en parler. D'accord, donc vous nous garderez la surprise. Ah bah j'aimerais bien pouvoir annoncer un jour, effectivement ça y est, c'est fait. Mais bah là j'ai déjà 1 an ou 2 ans de boulot, on verra. Mais c'est vrai qu'il faut. Le problème aujourd'hui c'est qu'il faut savoir anticiper quoi. Sinon on a une visibilité purement financière à court terme. Quand on a un one shot à faire ou un album tout seul, vous faites l'album et puis au bout de 7-8 mois vous finissez le bouquin. Si vous n'avez rien signé avant, pendant cette période-là, vous pouvez avoir des problèmes parce que comme on vit nous du prix de nos planches, si brutalement il faut attendre 3 mois avant de re-signer un contrat, bah on se retrouve 3 mois dans des difficultés forcément. Ouais, bah là c'est vraiment l'actualité d'ailleurs sur le festival. Oui, sur le festival il y a, si vous voulez, il y a l'histoire des retraites complémentaires qu'on veut nous infliger là, une augmentation un peu démesurée. Surtout pour une profession qui est quand même déjà fragile et qui n'a pas vraiment de statut social. On veut nous imposer un barème de cotisation obligatoire complémentaire qui ne correspond pas à la réalité de notre métier, quoi. Qui est appliqué chez tous les salariés, etc. Mais nous, on n'est pas salariés, on n'a pas le droit au congé payé, on n'a pas le droit au chômage, on n'a droit à rien. Et en plus, on veut nous augmenter les cotisations retraite qui, jusqu'à présent, sont toujours obligatoires. Mais pour l'instant, il y a un barème, pour faire simple, c'est un peu à la carte. C'est-à-dire, suivant les revenus qu'on a, on a 3 barèmes de cotisation retraite. Ceux qui gagnent très bien leur vie, après tout, ils prennent le plus cher. Et puis, il y avait un prix moyen et un prix de base. Maintenant, ils veulent nous imposer 8% obligatoire. Ce qui correspond, pour faire simple, à 1 mois de salaire à payer par an, quoi. Ouais, sur des salaires qui en plus sont pas vraiment fragiles, complètement fragiles. Ouais. Donc voilà, on est en train de se battre là-dessus. Voilà, donc il y a un petit débrayage qui a lieu à quel début, qui est une petite alerte, mais tout se passe bien, il n'y a pas de scandale, ni quoi que ce soit. Au contraire, c'est nous permettre au maximum d'auteurs de pouvoir assister à la réunion qui a lieu en fin d'après-midi. Mais je pense qu'il y aura des actions peut-être un peu plus spectaculaires à venir, parce que voilà, on a un peu marre, comme on dit, quoi. Et puis on a un métier où on peut pas les couper, on va pas envahir les rues, on peut pas embêter qui que ce soit en même temps. Donc comment arriver à communiquer autour de ça, oui, c'est un peu c'est pas très facile, mais on essaie de trouver des solutions plus ou moins bancales, mais de montrer quand même qu'on existe, qu'on a des vrais soucis, comme malheureusement plein de gens, on est bien d'accord. Mais bon, on défend un petit peu notre statut, quoi. Oui, puis en même temps, plein de gens, mais à la fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, on va dire, des revenus avec une certaine précarité dans le rythme d'entrée des revenus, avec toujours l'inconnu sur, parce que c'est quand même souvent aussi lié
à la réussite, au succès du livre. Bien sûr. Donc, voilà, c'est quand même pas la même assurance que pour un salarié. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les solutions au-delà de ce problème? Les solutions, il y a plusieurs pistes qui sont en train d'être discutées. C'est faire que la chaîne du livre participe aussi, comme les patrons en général payent une partie de cotisation patronale, comme on dit. Alors évidemment, on n'est pas salarié à proprement parler, donc il faut peut-être trouver une autre manière de fonctionner. Demander à la chaîne du livre, la librairie, les diffuseurs, les éditeurs, après tout, pourquoi ils ne mettraient pas un petit peu la main à la poche à un moment donné pour que les auteurs vivent un peu moins mal? Ce serait pas mal. Maintenant, c'est pas gagné, hein. Tout de suite, c'est pas gagné. Donc, ou alors faire en sorte de temporiser, d'attendre un peu, ou de fractionner. Parce qu'on n'est pas contre le fait de payer 8%, c'est pas un refus global comme ça. C'est qu'on leur demande d'essayer de réfléchir et d'adapter ce type de réforme compte tenu de la situation particulière de l'auteur de l'idée. Voilà. C'est tout ce qu'on leur demande, et après on discute avec le SNE, on discute avec, enfin pas moi personnellement, je ne fais pas partie du comité de pilotage du SNAC, mais que le syndicat puisse vraiment négocier, discuter, faire des avancées de telle manière qu'on ne donne pas encore ce coup de massue sur la tête, parce que ça va être ça, quoi. Voilà, après derrière, il faut des garanties peut-être, mais alors après, des assurances de revenus, un peu, il y a les intermittents qui ont un statut à part. Les intermittents ont leurs problèmes, évidemment, mais les intermittents, déjà, nous on aimerait bien avoir un statut d'intermittent, hein, franchement, hein, parce que nous, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on finit un bouquin, si on livre pas des planches le mois suivant, ben on n'a pas de revenus. Et on a beau bosser 1 an sur un bouquin ou même 10 ans sur un bouquin par an, ben, on n'a pas de boulot, ben, on n'a pas de revenus, point barre, on n'a aucun filet, quoi. Donc on ne peut pas se prendre un petit financement pour prendre 1 mois ou 2 de boulot pour préparer un nouveau projet, on peut pas. Donc on fait ce qu'on peut, on trouve des petits boulots à côté, à droite, à gauche, s'il y a besoin, hein, des illustrations, vendre des originaux, des genres de choses. Mais quelque part, à un moment donné, il faut trouver des solutions un peu plus stables. Alors évidemment, nous sommes des artistes, donc la prise de risque, elle est liée à cette activité, on est bien d'accord. On ne demande pas d'être salarié comme un postier, non, ça on rêve pas. Mais qu'au moins on ne nous assomme pas davantage. Voilà, déjà. Et qu'après qu'on réfléchisse un petit peu à ce qui pourrait être mis en place pour soulager un peu ce type de cotisation retraite obligatoire et tout ça. Voilà. C'est mettre un peu les problèmes sur la table, parce que ce sont des vrais problèmes, et puis voir quelles sont les avancées qu'on peut obtenir. Espérons que les réunions qui vont avoir lieu permettent justement. Là c'est vraiment un souci d'information, il ne s'agit pas encore une fois de pénaliser le festival. En plus moi je suis vice-président du festival, donc j'ai pas envie non plus que le festival parte en catastrophe. Donc c'est un mini débrayage, c'est une petite alerte. Et puis après on verra ce que le syndicat décide, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Angoulême qui arrive quand même. Et là Angoulême c'est un énorme morceau. Au début il a quand même des retombées médiatiques un petit peu. Alors Angoulême, là je peux vous assurer que les gens du SNAC, quand ils ont appris qu'il y avait déjà cette action symbolique, ils n'ont pas peur de le dire, de débrayage là, des auteurs, ils ont appelé tout de suite, ah bon, qu'est-ce qui se passe à Saint-Malo, parce qu'ils ont là, Angoulême, ils ont la trouille quand même. Oui, parce que c'est un peu comme le Festival d'Avignon pour les intermittents. S'il y avait des décisions plus costauds, je ne dis pas que ce serait forcément une réussite, mais à un moment donné, là, Angoulême, c'est quand même, là au niveau média, évidemment, c'est le top. Hein, si on veut faire une action forte, c'est Angoulême que ça va se faire. Ah oui, il y a tous les médias. Là, on a même les chaînes nationales, je veux dire. Oui, il y a un beau succès médiatique là, pour Saint-Malo. Oui, maintenant, bien sûr. Je crois que c'est le deuxième festival. C'est pour ça que la première action concernant ces problèmes-là, elle a lieu à Angoulême, à Saint-Malo. Parce qu'ils savaient que Saint-Malo quand même c'était quelque chose. Donc c'est une belle aventure. Et puis c'est juste 2-3 mois d'Angoulême, tu vois, c'est le truc. Attention, les auteurs commencent à être vraiment un peu en colère, quoi. Donc voilà. Alors je sais qu'il y a des auteurs qui disent oui, c'est symbolique, c'est ridicule ce que vous faites ici. Ouais, peut-être que c'est symbolique, mais ça fait quand même un peu parler. Après, on en parle un petit peu, et je crois que déjà en parler, c'est informer, donc c'est bien. Très bien. Voilà.
Est-ce qu'il y a autre chose? J'avais posé toutes mes questions. Non, mais dire simplement que c'est un métier formidable, c'est vraiment un métier de passion, la BD, quoi. Mais au-delà de la passion, je crois qu'à un moment donné, il faut se dire que ça peut être aussi un vrai métier, quoi. Et qu'il faut arrêter de penser que les auteurs de BD, voilà, ils gagnent tous bien leur vie, tu vois, etc. Et le côté un petit peu star en festival, ça cache des réalités plus compliquées, quoi, pour beaucoup d'entre nous. C'est pas, encore, moi je me plains pas trop, hein, mais il y a qu'un des tas d'auteurs, même d'auteurs reconnus, qui se trouvent dans des difficultés qui n'existaient pas il y a 5-10 ans. Alors effectivement, il faut peut-être revoir complètement le métier, hein, c'est possible. Hein. Peut-être que la BD telle qu'on la connaît aujourd'hui est en train de mourir et qu'il y aura d'autres fonctionnements, d'autres manières de procéder. Moi, j'ai une carrière derrière moi, mais je pense aussi à tous les jeunes qui démarrent, qui ont 25-30 balais et qui attaquent ce métier avec autant d'enthousiasme que moi à l'époque. Mais la situation n'est plus la même. La situation, globalement, de la BD n'est plus aussi favorable qu'il y a 25 ans. Mais c'est pas lié qu'au problème de cotisation qui est Ah non, bien sûr que non. Il y a peut-être trop de titres qui sortent. Ah bah écoutez, ça il faudra parler aux éditeurs. Hein. Ouais. Ça fait 10 ans qu'ils surproduisent pour être au maximum en fascicles dans les librairies, tu vois, pour concurrencer les autres éditeurs. Ah bah à force de créer une espèce de raz-de-marée d'albums, petit à petit, les gens, eux, ils n'ont pas, les fans de BD, les amateurs de BD, ils sont pas riches forcément, et la crise touche tout le monde. Donc à un moment donné, les bouquins, il y en a trop. Depuis 10 ans, il y a une accumulation. On va me dire, toi, pourquoi tu continues à en faire? Parce que tu prends de la place. Parce que moi, j'ai une carrière de 25 ans derrière moi. Et puis, peu importe, c'est pas ça. C'est que les éditeurs, à un moment donné, c'était un peu la guerre à outrance, quand même. Alors maintenant, ils reviennent un petit peu en arrière, mais c'est un peu tard, quoi. Franchement, c'est un peu tard. Je sais pas... Alors après, pourquoi est-ce que les ventes de BD baissent? Elles baissent, mais elles sont dispersées sur beaucoup plus de titres, donc forcément, globalement, ça baisse. Je pense pas que la masse globale d'albums soit en baisse, mais c'est tellement dilué maintenant sur un certain nombre de titres qu'effectivement, quand on sort... Moi, quand je sortais une nouveauté il y a 10-15 ans, au niveau des ventes, c'était entre 10 et 15 000 en moyenne. D'accord? Là, je sors une série Nakara il y a 3-4 ans, j'étais plutôt content, mais là aussi, etc. On fait 3000. Ouais. Et on me dit en plus, mais te plains pas, la plupart des nouveautés, on les vend entre 1500 et 2000 en ce moment. Donc 3000, c'est pas si mal, tu sais. Et quand une nouveauté, je parle de nouveauté, hein, vend à 8 ou 10 000, alors 8000 exemplaires déjà, mais ils sont au plafond. Ah ouais, ça veut dire que ça va quand même. Ah bah, ça veut dire que ça quand même... Ouais. Donc je pense que les éditeurs aussi, ils trinquent, hein, forcément. Enfin, eux, ils fonctionnent différemment parce que commercialement, et puis ça, ils doivent gérer leurs trucs, c'est intelligent pour faire en sorte de s'en tirer, mais c'est évident que les éditeurs aussi savent pas sur quel pied danser. D'où l'hésitation de créer de nouvelles séries, etc. Aujourd'hui, vous allez voir un éditeur avec une série qui fait 5 albums et il vous dit non, ça va pas, c'est pas possible. On fait une histoire en 2 tomes et on voit. Si ça marche, tant mieux, on fait un nouveau cycle. Mais ne partez pas sur une histoire qui fait 5 tomes, ça sert à rien. Donc ça veut dire que même d'un point de vue éditorialiste, les choses ont quand même beaucoup changé. Ah ben ils sont obligés de s'adapter aussi. Hein. Mais voilà, moi je sais quand j'avais fait Ombre, Jean Dufaux, c'était une série qui devait avoir 7 albums, ou 8 au départ, mais 7 à l'arrivée, de notre volonté, pas de souci. On était signé pour 7 albums, et puis l'année a suivi, on a fait les 7 albums, l'histoire est complète, etc. Aujourd'hui, allez vous présenter une histoire qui va faire 7 tomes pour la finir, c'est juste impossible, quoi. D'accord. Ah oui, c'est juste impossible. Maintenant, je dis, le fonctionnement, c'est faire l'histoire en 2 tomes, 3 tomes maximum, pour que l'éditeur, même si ça ne marche pas, arrive au bout de l'apparition d'un album, il n'arrête pas après le tome 1. Mais voilà, il faut... Et puis si par bonheur, ça faisait une bonne vente dès le premier tome, dans ce cas-là, on peut faire rebondir. Un bon scénariste arrivera toujours à faire rebondir une histoire, hein, c'est bien connu. Très bien, bah écoutez, merci Lucien Rollin. En tout cas, tout ce que j'ai dit, c'est pas toujours très drôle, mais en même temps, c'est un métier fabuleux. Donc voilà, et je suis ravi de continuer à le faire. J'espère que ça va durer un bon moment. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous.
de créer de nouvelles séries, etc. Aujourd'hui, vous allez voir un éditeur avec une série qui fait 5 albums, et il vous dit non, ça va pas, c'est pas possible. On fait une histoire en 2 tomes, et on voit. Si ça marche, tant mieux, on fait un nouveau cycle. Mais ne partez pas sur une histoire qui fait 5 tomes, ça sert à rien. Donc ça veut dire que même d'un point de vue éditorialiste, les choses ont quand même beaucoup changé. Ah ben c'est obligé, hein, de s'adapter aussi. Hein. Mais voilà, moi je sais quand j'avais fait Ombre avec Jean Dufaux, c'était une série qui devait avoir 7 albums, ou 8 au départ, mais 7 à l'arrivée, de notre volonté, pas de souci. On était signé pour 7 albums, et puis Glénat a suivi, on a fait les 7 albums, l'histoire est complète, etc. Aujourd'hui, allez vous présenter avec une histoire qui va faire 7 tomes pour la finir, c'est juste impossible, quoi. D'accord. Ah oui, c'est juste impossible. Maintenant, je dis, le fonctionnement, c'est faire une histoire en 2 tomes, 3 tomes maximum, pour que l'éditeur, même si ça ne marche pas, arrive au bout de l'apparition d'un album, il n'arrête pas après le tome 1. Mais voilà, il faut. Et puis si par bonheur, ça faisait une bonne vente dès le premier tome, dans ce cas-là, on peut faire rebondir. Un bon scénariste arrivera toujours à faire rebondir une histoire, hein, c'est bien connu. Très bien, bah écoutez, merci Lucien Rollin. En tout cas, tout ce que j'ai dit, c'est pas toujours très drôle, mais en même temps, c'est un métier fabuleux. Donc voilà, et je suis ravi de continuer à le faire. J'espère que ça va durer un bon moment. C'est tout ce qu'on vous souhaite, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, c'était vraiment intéressant. Puis ouais. C'est bien aussi d'évoquer, parce qu'effectivement tout n'est pas rose, mais c'est justement le moment d'en parler, parce que le grand public il se rend pas compte. Hein. C'est marrant parce que plus facilement maintenant on parle des réseaux sociaux, comme on dit, quoi.